L'eau dessinait des motifs sur les vitres qui se sont brouillés quand le train a redémarré après la dernière gare de la terre ferme. Les gouttes progressaient par à-coups, elles s'alourdissaient en fusionnant les unes avec les autres. J'ai rassemblé mes affaires, froissé mon gobelet de café, rangé le roman que j'avais feuilleté sans parvenir à le lire. Barres locatives, entrepôts, citernes et docks défilaient sous la pluie de janvier. Les flammes de ce qui ressemblait à une raffinerie de pétrole jaillissaient de deux très longues cheminées. Les gouttes se sont mises à filer à l'horizontale quand le train a accéléré en s'élançant sur ce pont dont on m'avait parlé. C'est ici que débouchaient les fleuves du continent pour entrelacer leurs estuaires et former cette étendue parsemée d'îlots, sillonnés de courants et protégés de la mer par un cordon littoral. Je m'étais renseigné, je connaissais l'histoire. Comment des ormes, des mélèzes et des chênes, abattus dans les montagnes, avaient été acheminés jusqu'ici pour être taillés en pieux et enfoncés dans les bancs de boue et les talus herbeux. Comment cette forêt décapitée, lentement pétrifiée par la vase, avait servi de socle pour ceux qui allaient suivre. Il avait fallu corseter le terrain de quais en pierre, draguer les canaux, paver les places et élever les palais, partir en guerre et en rapporter des butins de bois précieux, de roches inusables, d'ivoire, de soie et d'épices, maçonner les façades de sable et d'ossements de chameaux, et puis poser des rails, tirer des câbles pour électrifier l'archipel, construire des parkings, des hôtels et des terminaux de ferry. Le sel avait tout de suite commencé son travail de sape. En une nuit, le bas des murs s'était couvert de végétation aquatique. Le pont traversait cet immense étang que la marée envahissait chaque jour, planté de joncs et de poteaux attachés 3 par 3. À l'horizon, il devenait impossible de distinguer la lumière de l'eau. Elles étaient ici un seul et même élément, gris et bleu, qui rongeait le contour des choses, adoucissait tout. La ville se trouvait au bout, pâle et compacte dans ce flou. Au dernier coup de frein du train, la pluie a rayé la vitre de stries verticales. Sur le quai, relents lacustres, canards, algues tièdes, neige, quelque chose de chimique aussi, chlore ou détergent, une odeur de piscine. Les grands escaliers devant la gare ressemblaient à l'image que je m'en étais faite. Ma valise raclait les dalles mouillées, des arbres au tronc fin poussaient dans des carrés de terre recouverts d'une grille métallique, les enseignes ruisselaient. Je venais ici pour la première fois, et tout ce que je voyais me disait quelque chose. Avant que la Fondation ne prenne contact avec moi au cours de l'automne, je n'avais jamais entendu parler de la traductrice. Mais personne n'entend jamais parler des traducteurs, c'est elle qui le disait dans un entretien que je découvrirai plus tard, encore moins quand ils sont des femmes. Un prix lui avait été attribué récemment pour l'ensemble de sa carrière, un coup de projecteur dont la Fondation avait l'intention de profiter. Le travail qu'on me proposait, assez simple, consistait à trier les papiers de la traductrice pour en dresser l'inventaire. Ces archives seraient ensuite transférées dans une bibliothèque chargée de leur conservation et mises à la disposition des personnes qui en feraient la demande. Pour l'heure, tout se trouvait chez elle. Il faudrait donc que je me rende dans la ville étrangère où elle avait élu domicile 30 ans plus tôt, avant ma naissance. La Fondation avait tenu à ce que je commence dès que possible. Je venais de finir mes études, je vivais en colocation, je pouvais me libérer immédiatement. Le secrétaire m'avait remercié. Après les fêtes de fin d'année, ce serait idéal. J'avais reçu mon billet de train par la poste, un aller simple. La durée du contrat n'avait pas été fixée, c'était à moi d'estimer, une fois sur place, combien de temps me serait nécessaire. J'avais accepté par curiosité plus que par réel intérêt pour ce travail. Je n'avais jamais visité cette ville, je ne la connaissais que par les images éblouissantes et kitsch qui lui étaient attachées. Je n'aurais pas eu envie d'y passer un week-end, mais l'idée d'y séjourner me séduisait. Tout au long de l'automne, je m'étais répété le nom de cette ville, ce nom que mes proches articuleraient quand ils diraient de moi que j'étais absent. Et m'absenter, je ne demandais que ça. La résidence se trouvait sur une île qu'un large canal séparait du centre historique.
Le site internet précisait qu'une navette reliait les rives et que cette situation légèrement périphérique offrait sur la ville une vue imprenable. La brume épaisse qui avait retardé le départ du bateau à la gare ne s'était pas dissipée lorsque j'ai débarqué. Debout sur le quai, je ne distinguais que les premiers mètres d'une eau presque noire qui aurait pu aussi bien être un fleuve ou la haute mer. Je me suis enfoncé dans les rues, conscient du vacarme que faisait ma valise. Les roulettes étaient vieilles, très dures sur les pavés. Je suis passé plusieurs fois devant la résidence, persuadé que ça ne pouvait pas être ça. Du lichen marbraient de verre les plaques de ciment fêlées de la façade. Des traînées de rouille hachuraient le mur sous les fenêtres. À cause de la pluie qui brouillait la surface, je ne parvenais pas à déterminer dans quel sens s'écoulait le rio qui longeait la bâtisse. Une bouteille en plastique flottait, prise dans des algues et cernée d'une nappe graisseuse. Tout près du bord, grouillaient des bancs de petits poissons blancs. Dominée par une cheminée ronde en briques rouges qui n'était plus rattachée à rien, la résidence s'organisait autour d'une cour à l'usage incertain. Une espèce de génératrice dont partaient des pelotes de câbles électriques ronronnait en continu. Un carré de gazon mettait une pâle touche de nature dans cet environnement industriel. J'aurais été incapable de donner un âge à l'intendante, assise derrière un comptoir de réception. Elle me semblait plus jeune que ma mère. En me voyant arriver, elle a poussé un long soupir et murmuré « Mais regarde-toi !» J'étais trempé. Quand je lui ai tendu mon passeport, son visage s'est éclairé « Ah, c'est toi, le cas spécial !» La résidence était réservée aux étudiants de l'université et de l'école d'architecture. La fondation s'était arrangée pour me loger ici malgré tout. Je n'avais rien demandé. L'intendante a entré des informations dans l'ordinateur en pestant contre sa lenteur, puis a retiré ses lunettes et m'a rendu mon passeport. Elle parlait vite, j'ai cru avoir mal compris quand elle m'a dit qu'il n'y avait pas de cuisine. Elle m'a expliqué les risques de court-circuit, d'incendie, le système électrique était vétuste. D'ailleurs, l'électroménager était interdit dans les chambres, pas de réchaud ou de mini-bar d'hôtel, c'est bien clair ? Depuis le temps qu'elle travaillait ici, elle avait tout vu. Ma présence dans le couloir a activé les détecteurs. Des néons verdissaient à mon passage. La résidence était une ancienne usine. L'intendante ne m'avait pas dit ce qu'on y fabriquait. Les rénovations n'avaient pas gommé une certaine froideur dans l'architecture. Le regard butait sur des angles droits. Les sons se réverbéraient contre le béton ciré. Je n'ai croisé personne dans les escaliers. La chambre qui m'avait été attribuée au 3e étage était meublée d'un lit une place, d'une commode et d'un petit bureau. Les murs étaient salis de traces noires et jaunes, restes de colle, trous de punaises. Une longue fissure sinuait sous l'unique fenêtre. À la salle de bain, j'ai posé le pied dans une flaque veinée de cheveux. Le lavabo était bouché, le miroir constellé de postillons séchés. Je savais, pour avoir souvent séjourné dans des villes étrangères, que si je ne m'occupais pas de ces choses immédiatement, je ne le ferais jamais. L'une des 2 ampoules de l'armoire à pharmacie qui avait sauté, le calcaire qui ornait les robinets et l'espèce de mosaïque décolorée que formait l'émail craquelé sur le sol de la douche, je m'y étais en quelque sorte déjà habitué. Le garçon de la chambre d'à côté m'a ouvert en caleçon. Je lui ai demandé en anglais s'il avait un aspirateur, si je pouvais le lui emprunter. Le sac devait être plein, il fallait repasser plusieurs fois partout. Des pièces de monnaie que je voyais trop tard cliquetaient dans le tuyau, des mouchoirs usagés se prenaient dans la brosse. Le matelas était entretissé de poils, je frottais en vain, j'ai fini par le retourner. Le garçon s'était rhabillé quand je lui ai rendu son aspirateur. Ma fenêtre donnait sur le rio. Elle fermait mal. J'ai tiré les rideaux pour retenir les courants d'air. Le contenu de ma valise, tissu bleu nuit, fermeture éclair dorée, le format compact, autorisé en cabine dans les avions, ne remplissait pas la moitié de la commode. On était début janvier, je n'avais emporté que des vêtements d'hiver. Le froid de cette ville était réputé pénétrant. J'irais faire un peu de shopping si j'étais toujours là au printemps. Le soir était tombé. Je relisais en boucle la première page du seul livre que j'avais pris avec moi. Les mots ne laissaient aucune empreinte. Mon téléphone était déchargé, je l'ai branché. Il aurait fallu que je me renseigne au sujet du Wi-Fi de la résidence, mais je n'étais pas pressé de raconter mon arrivée. Au supermarché du coin, rien ne me faisait envie. Je suis revenu dans ma chambre avec une salade dans une barquette en plastique et un produit très puissant,
qui a fait mousser l'orifice du lavabo. Bonsoir. Merci pour cette lecture. On vient donc d'entendre le début de votre roman Dans la ville provisoire, paru le 7 janvier aux éditions Zoé. Alors quelques mots pour vous présenter. Vous êtes suisse, vous êtes l'auteur de plusieurs livres comme Atlas, Là-bas, août est un mois d'automne. Vous avez coécrit avec Haute-Seigne et Daniel Vata le feuilleton littéraire Stand-by. Et puis, avec le collectif de jeunes auteurs suisses Ajar, vous avez écrit le roman Vivre près des tilleuls, qui a été publié chez Flammarion en 2016. Alors, comme on l'a entendu dans cet extrait, Dans la ville provisoire raconte l'histoire d'un jeune homme qui vient de terminer ses études et donc il arrive dans une ville qui est menacée par la montée des eaux et il arrive avec une mission attribuée par une mystérieuse fondation. Il s'agit de classer les papiers d'une traductrice célèbre, mais en fait on n'en sait pas tellement plus et au fil des jours, il va se couler finalement dans la tête et dans le corps de l'absente qui est atteinte, on va l'apprendre, d'une maladie dégénérative. Il y a beaucoup de questions dans ce roman, beaucoup d'incertitudes. Votre précédent roman, Là-bas, août est un mois d'automne, se passait dans les années 1960. Il s'inspirait d'une figure réelle qui était le poète et photographe suisse Gustave Roux. Est-ce que ce nouveau livre puise son inspiration dans des faits réels ou est-ce que c'est une pure fiction ? Bon, j'ai envie de répondre que c'est une pure fiction, mais ce serait un pur mensonge. Parce que en réalité, la ville en question existe. Je la nomme pas dans le texte, mais c'est Venise, on l'aura peut-être reconnu. En revanche, la traductrice, qui est donc la seconde protagoniste du roman, elle est une pure fiction. Et elle, pour le coup, c'est vraiment un personnage que j'ai créé de toutes pièces, qui n'a pas de modèle dans la vie réelle. Et donc, du coup, autour de cette traductrice fictive et de cette ville bien réelle, là au milieu, il y a un narrateur donc voilà, qui dit « je », qui n'est pas moi. On me pose souvent la question depuis la sortie du livre, donc c'est pas du tout une autobiographie, vraiment pas du tout. Mais voilà, disons que les impressions, les images, elles, sont bien réelles. Mais c'est vraiment de ces images-là que vous êtes parti, parce qu'on l'a entendu, le début du roman est extrêmement visuel. Et alors, vous parlez de Venise, en effet, à la lecture, on se dit oui, ça peut être Venise, mais il y a tout un tas d'autres images qui viennent se coaguler, on pourrait dire, avec Venise. Enfin, je sais pas, il y a ce paysage un peu industriel. Enfin, ce serait une espèce de mélange pour moi de Venise et de Détroit, bizarrement. C'est drôle parce que j'ai beaucoup pensé à Détroit en écrivant ce livre. Il y a eu un tas de bouquins notamment, et puis j'ai vu plein de photos autour de Détroit je sais pas, ces 10 dernières années, qui m'ont vraiment beaucoup marqué, mais qui ont marqué plein de gens, parce que cette ville décatie, post-industrielle, en fait, c'est extrêmement marquant. C'est à la fois assez beau et assez désespérant. Donc j'ai beaucoup pensé à Détroit. Maintenant, si la ville n'est pas nommée, c'est alors pour en tout cas deux raisons. C'est d'une part effectivement Venise. C'est ce que j'essaie d'exprimer dans le passage que j'ai lu. Dans ce nom de Venise, il y a tellement d'images déjà toutes faites, toutes prêtes, même pour des gens qui n'y auraient jamais mis les pieds, que c'était compliqué de le mettre dans un texte sans entièrement sans condamner le texte à avoir certaines images, certaines atmosphères, etc. Donc ça, c'est l'une des raisons. Puis l'autre raison pour laquelle j'ai décidé de ne pas nommer cette ville, c'est parce que je voulais précisément l'entière liberté de la fiction, ce que je me suis par ailleurs pas, enfin disons moins autorisé pour mon dernier livre, effectivement, qui se basait sur la vie de personnages bien réels et donc auquel je devais une sorte de respect et d'exactitude. Là, j'avais tous les droits de la fiction. Et par exemple, l'idée même d'une traductrice très célèbre, c'est déjà en fait assez peu réaliste au fond. Il y a quelques traducteurs et traductrices qu'on connaît, mais en fait quand on demande aux gens de nommer un traducteur ou une traductrice, il y a peu de noms qui viennent à l'esprit des gens. Donc rien que cette donnée de base n'est pas extrêmement réaliste. Et à partir de là,
je me suis autorisé à faire un livre qui soit pas vraiment réaliste en fait. Oui, mais enfin, justement, cette traductrice, enfin, l'idée même du traducteur, c'est l'idée presque de la transparence, en fait. Enfin, c'est le nom qui, au mieux, sera écrit sur la couverture, mais souvent même pas. Et c'est rare, finalement, qu'on regarde le nom du traducteur. Et en plus, c'est une femme. Alors, elle est doublement transparente. Absolument, et c'est l'une des choses qui m'intéressait dans l'idée de creuser ce personnage qui, dans le livre d'ailleurs, est absente. En fait, je crois que je divulgue rien si je dis qu'on la rencontre pas dans le roman en personne, mais en fait, elle est omniprésente par ses objets, sa maison, ses vêtements. Et finalement, je m'en suis pas vraiment rendu compte en écrivant, mais en y repensant ensuite, traduire, c'est aussi un peu ça, en fait. Quand je lis une traduction, je lis pas les mots de l'auteur qui a écrit le texte dans la version originale, je lis bel et bien les mots de la personne qui a traduit. Donc elle est omniprésente dans le livre que je tiens entre les mains, et en même temps, elle est entièrement invisible et elle doit reculer derrière le nom de l'auteur qui est toujours en grandes lettres en couverture. Mais ce personnage, quand même, pourrait évoquer des personnages de vos livres précédents, puisque enfin, dans Là-bas où tu es à moi d'automne, c'est un personnage de poète. Dans le roman collectif Vivre près des tilleuls, il est question d'une écrivaine suisse très célèbre. Enfin, il y a toujours quand même ces personnages qui ont un rapport à l'écriture, et puis des personnages un peu mythiques, quoi, qui sont devenus un peu mythiques par leur absence ou par leur étrangeté. Enfin. C'est vrai que j'avais absolument pas pensé à Vivre près des tilleuls et à ce personnage d'écrivaine, effectivement, qui était au centre de ce projet-là, ce projet collectif. Mais maintenant que vous le dites, oui, en fait, il y a quelque chose de cet ordre-là. En fait, dans l'idée même juste de créer un personnage. En fait, pour mon livre précédent, une des choses qui m'a beaucoup aidé, c'est que précisément, je partais de personnes qui avaient existé, sur lesquelles il était possible de récolter un certain nombre d'informations. Gustave Roux et sa sœur. Voilà, et sa sœur Madeleine. Donc sur Gustave Roux, poète, voilà, publié et reconnu déjà de son vivant. Il y a une foule de choses sur sa sœur, beaucoup moins. Donc déjà, pour le personnage de Madeleine, j'avais dû aller dans cette direction de la fiction et d'oser y mettre du mien, beaucoup plus que... Voilà. Et puis effectivement, le livre qu'on a écrit avec le collectif Ajar m'avait beaucoup aidé dans cette direction, puisqu'on a créé pour le coup de toutes pièces une écrivaine fictive. Et j'avais appris énormément vraiment en fait sur la création d'un personnage, en fait vraiment même sur un plan technique. Je savais pas faire ça, j'avais pas vraiment réfléchi à la question avant, et ce projet collectif m'a immensément appris sur cette question-là. Et puis par la suite, d'autres projets, vous avez cité Stand-by aussi, que donc écrit avec Aude-Seine et Daniel Voita, on était 3, et là aussi en fait on a créé des personnages, et voilà, ça m'a donné confiance, je crois, pour imaginer ce personnage de traductrice. D'ailleurs, au début, son métier n'était pas si clair. C'est venu assez rapidement, mais d'abord, j'avais juste l'idée que mon narrateur allait trier les archives d'une personne. Et puis, comme ça, de base, j'ai pensé à une écrivaine ou une poétesse, puis je me suis dit non, tu l'as déjà fait, trouve autre chose. Et effectivement, quand le métier de traductrice m'est venu à l'esprit, j'ai trouvé ça tout de suite beaucoup plus juste, en fait. Et ce narrateur, alors, d'où vient-il? Parce que lui aussi, il est un peu en stand-by, quoi. Il est dans une espèce d'entre-deux. Au fond, il peut se permettre de disparaître. Enfin, on sent qu'il quitte quelque chose. Il a fini ses études, donc c'est la fin d'un cycle. Et puis, il y a une angoisse quand même chez lui, parce qu'il est relié au monde extérieur qui n'est pas cette ville par son téléphone, qu'il coupe de plus en plus souvent. Et il redoute les appels de sa mère qui lui donne des nouvelles de sa grand-mère qui est mourante. Alors qu'est-ce qu'il fuit? Bon, j'y réponds pas dans le livre, je vais pas y répondre. Non, surtout que j'ai volontairement laissé ça de côté. Avec ce narrateur, là aussi, je me suis autorisé à pas être dans le réalisme absolu et à lui donner un prénom, un âge, une apparence physique, des rêves, un métier, je sais pas. En fait, j'ai décidé d'assumer quelque chose de flottant, voilà. Mais pour aller
selon moi évidemment, hein, droit au but. Et en fait, ce narrateur me permet de poser un certain nombre de questions pour moi essentielles. Et comment dire, pour moi, il incarne cette espèce de vertige, en fait, que je ressens très souvent et que j'ai ressenti en particulier en étant à l'étranger, parce qu'on sort de sa routine, on a tout à coup moins de repères, moins de gens autour de soi. Et tout à coup, cette question en fait, qui était déjà le moteur du livre précédent et qui l'est encore plus dans celui-ci, qui est mais en fait, qu'est-ce qu'on fait de nos journées? Où passe le temps? Et donc, enfin voilà, c'est à la fois bête et très banal comme question, et en même temps, je trouve que se la poser sérieusement, vraiment se demander concrètement, pas du tout sur un plan abstrait, mais concrètement, où passe mon temps? Ça mérite toute l'attention du monde, en tout cas mon attention. Ça éveille ma curiosité plus que ça, et j'ai pas fini d'essayer de répondre à cette question. Parce qu'en effet, il y a cette impression tout au long du livre de ce temps qui s'étire, hein, de ce côté flottant dont vous parliez tout à l'heure. Et au fond, votre intrigue est extrêmement ténue. Oui, ça c'est un autre aspect. En fait, j'aime beaucoup les histoires. Vraiment, c'est là aussi très bête de le dire, mais j'adore ça. En fait, j'adore quand on raconte, j'adore quand il se passe des choses, j'adore quand il y a de l'action. Mais c'est pas tellement pour ça que j'écris. C'est pas ce que je recherche quand j'écris, ni d'ailleurs en fait forcément quand je lis. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui font ça très bien, et je dis pas que ça m'intéresse pas d'essayer de le faire, mais en fait là c'était autre chose que je cherchais, vraiment, en fait, simplement. Et pendant un moment, je culpabilisais beaucoup de pas avoir une intrigue plus forte ou plus... voilà, enfin disons, j'ai beaucoup réfléchi à cette question. J'ai essayé un peu artificiellement de créer des situations peut-être plus extraordinaires. Et puis en fait, je me suis rendu compte que je perdais entièrement mon propos et le but de ce texte, en fait, qui était au contraire de donner toute leur tension et toute l'attention, dans les deux sens, en fait, à ces choses extrêmement quotidiennes comme faire sa lessive, par exemple. Là, il y a une scène de buanderie que j'ai mis des mois à écrire, ou plutôt que j'ai écrit à des mois d'écart comme ça, pour essayer de rendre justice à quelque chose d'aussi quotidien et d'aussi peu sexy que faire une lessive. Et là aussi, en fait, j'ai pas calculé, mais le nombre d'heures que dans ma vie déjà j'ai passé à faire la lessive, c'est immense. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire de ces heures? Décider qu'elles sont perdues, parce que bon, c'est quand même pas super fun de faire sa lessive, il faut bien le dire. Mais du coup, se poser devant mon ordinateur et réfléchir, ok, mais qu'est-ce qui se passe quand tu fais ta lessive? En fait, tout à coup, ça donne du sens et du poids à ces gestes-là. Et puis, en l'occurrence, la scène de buanderie s'inscrit quand même dans ma mince intrigue et fait avancer en quelque sorte cette action entre le narrateur et la traductrice. Donc je l'ai quand même inséré dans le récit. Mais au fond, ce qui m'intéressait, c'était réellement de décrire le linge qui tourne dans la machine. Oui, mais en même temps, c'est étrange parce que vous parlez de ces gestes très quotidiens, mais qui là s'inscrivent dans un contexte qui ne l'est pas, puisqu'il y a cette montée des eaux, il y a cette humidité. Enfin, là, on l'a entendu dans le passage que vous avez lu. Enfin, tout est compliqué quand même. Il n'a pas le droit d'avoir un réchaud dans sa chambre parce que ça risque de faire sauter les plombs. Enfin, voilà. Donc, il y a ce mélange, cette tension toujours entre le très quotidien et l'étrange, le bizarre. Ça, c'est quelque chose qui m'a frappé. En fait, j'ai commencé ce livre, enfin disons, j'ai eu l'idée de ce livre en 2015, donc ça remonte quand même. J'ai assez vite commencé à écrire des bouts, des fragments, voilà, des esquisses de scènes. Et cette question-là est revenue en particulier avec ce qui se passait. Donc en 2015, il y a eu un tas de choses, en particulier en France, les attentats, etc. Et je me souviens très bien que... D'ailleurs, à ce propos-là, la première fois que je suis... Enfin, pas la première fois, mais une fois, j'étais à Paris en 2016, et je me souviens que prendre le métro était devenu une sorte de truc dangereux, en tout cas potentiellement dangereux. Et tout à coup, ça prenait une sorte d'épaisseur et de potentiel dramatique qui était vraiment assez angoissant, hein, je vous apprends rien. Et
en fait, cette ville m'offrait ça, me permettait de parler de cette chose que je ressens et qu'on est beaucoup à ressentir. À la fois, il faut. Et voilà, là où je veux en venir, c'est que j'ai commencé ce texte il y a longtemps et je l'ai vraiment finalisé au printemps dernier, enfin entre le printemps et l'été dernier. Et au printemps en particulier, je ressentais, j'avais l'impression d'être très juste, enfin disons de vivre des choses qui nourrissaient directement le roman, parce que il fallait aller faire ses courses et il fallait prendre le métro et il fallait faire sa lessive, alors que tout était fermé et qu'il y avait ce virus qui courait, qu'on comprenait rien et il fallait continuer la vie quotidienne, il fallait faire ses gestes, il fallait. Et alors pour le coup, je pense qu'on était toutes et tous à la même enseigne, tout en sentant pratiquement l'eau qui monte. Et évidemment que j'ai pas eu l'idée de ce livre au printemps dernier, sinon je l'aurais pas fini. Mais au fond, ça résonnait avec ça et ça a fait que me conforter dans cette idée qu'il y avait quelque chose de juste et que cette image très concrète de l'eau qui monte dans la ville, c'est pas de la fiction et c'est pas un rêve. Quand on va à Venise en janvier, il est fort probable qu'on marche dans l'eau. Il y a quelque chose de très beau, mais de très angoissant aussi, et qui m'offrait au fond un écho avec ce quotidien très étrange voilà, de ces dernières années. Mais dans le livre, parce qu'à un moment, on se dit, mais ça se passe peut-être dans le futur, enfin, parce que vous faites allusion à d'autres villes du monde qui seraient aussi menacées par la montée des eaux, et on se dit, eh ben là, il est en train de décrire notre futur très proche, les réfugiés climatiques, enfin, il y a tout cet arrière-plan quand même auquel on pense. Oui, en fait, ce texte a beaucoup hésité entre plusieurs formes. Et avant d'arriver à cette histoire très simple avec un narrateur, une traductrice et une ville, j'imaginais toutes sortes d'autres choses, et en particulier cette question de la montée des eaux dans le monde entier. Alors ça sonne très ambitieux dit comme ça, mais je pensais à différents lieux menacés, voire déjà en passe d'être submergés, et pour lesquels, enfin disons, pour les gens qui vivent là-bas, c'est bien plus problématique que pour les personnes qui vivent à Venise. D'ailleurs, je le dis un moment dans le livre, c'est que cette ville-ci peut être évacuée, c'est finalement quelques milliers d'habitants, et c'est un patrimoine artistique et architectural qui est en jeu, mais il y a des régions où c'est des centaines de millions de personnes qui sont en danger. Et ça, je tenais quand même à garder comment dire, ce contraste en fait, et puis remettre les choses, disons, à leur juste place. Mais effectivement, il y a quand même cette préoccupation et en même temps ce sentiment de toute façon d'impuissance qui traverse effectivement le roman, mais on est malheureusement, j'aimerais bien dire que c'est dans le futur et c'est de la science-fiction, mais vraiment pas du tout. Pas du tout. Mais vous avez choisi Venise en hiver, enfin en tout cas pour l'arrivée de votre narrateur dans cette ville. Alors évidemment c'est cohérent par rapport à la montée des eaux, mais Venise en hiver c'est aussi une ambiance très particulière. Les rues sont désertées de leurs touristes. Enfin il y a toute cette chose là encore très étrange. Oui, alors là pour le coup c'est peut-être la partie la plus, enfin disons les éléments les plus autobiographiques, c'est simplement que moi, je suis arrivé à Venise en hiver quand j'y ai séjourné quelques mois. Et effectivement, tout à coup, j'avais à la fois cette ville des cartes postales et des clichés et voilà, avec ces monuments archi connus et cette topographie particulière, enfin tout était là. Et en même temps, tout était très bizarre parce que déserté, parce que sous l'eau, Et j'y étais pour un séjour à la fac, donc je me rappelle très bien le premier jour, l'accueil des nouveaux étudiants, et puis le hall de cette université historique magnifique avec un plafond. Et en fait, le hall était sous l'eau. En fait, le Grand Canal avait envahi l'entrée de l'université, et c'est vrai que c'est des images. En fait, ça nourrit à la fois cette foutue légende de Venise qui la tue et qui la fait vivre en même temps. Et puis en même temps, ça me permettait d'aller un peu ailleurs, quand même, de montrer une autre ville que j'ai fini par percevoir en y restant assez longtemps. Et vous avez choisi d'installer votre narrateur sur l'île du Lido. Non, il est à la Giudecca. Ah. Ouais. Donc en tout cas, ce qui lui permet de faire des allers-retours. Oui.
pareil, en fait, ça lui donnait ce léger décalage sur ce que j'ai appelé du coup le centre historique. Ça, c'était assez. J'ai mis un moment à trouver les mots pour pas employer les vrais noms des lieux de Venise. Et donc oui, sur cette île un tout petit peu périphérique, elle est justement moins éloignée que le Lido, mais elle est suffisamment éloignée pour qu'il n'y ait pratiquement pas de touristes. Et elle a vraiment un aspect. Il y a certaines parties de ce quartier où on se croirait pour le coup en Italie et plus à Venise, ce qui est très différent. Et ça me plaisait beaucoup aussi, tout à coup de changer d'atmosphère, parce que Venise, c'est vraiment une toute petite ville, c'est aussi ça en fait, c'est vraiment une minuscule ville qu'on peut traverser très rapidement. Mais au sein de ce petit espace a priori assez homogène architecturalement, en fait non, il y a des sortes de bulles différentes et la Giudecca m'offrait ça. Voilà. Comment travaillez-vous dans l'écriture les sensations? Parce que donc, je l'ai dit, le début est très visuel, mais il y a aussi un travail sur les sons, je trouve, qui est très important. Et puis, on ressent vraiment cette humidité qui s'insinue, cette impression de pourrissement. Enfin, comment vous travaillez cette question des sensations? C'est pas une question facile parce que je sais pas exactement. Je travaille en fait. Je travaille beaucoup. Je laisse beaucoup reposer aussi. C'est pour ça que c'est vraiment un tout petit livre, enfin tout mince. Mais il m'a fallu 5 ans pour lui donner une forme et pour vraiment sentir que je tenais le projet. Parce que justement, je me perds beaucoup. Enfin, d'ailleurs, je me perds pas. J'emprunte des voies un peu détournées. Je cherche. Et puis, je me laisse aussi pas mal, j'allais dire flotter, mais en fait, oui, je me laisse flotter. J'essaie de faire confiance à mon intuition. Et là, en l'occurrence, c'était j'allais dire mal parti, dans le sens où j'avais justement ces idées un peu conceptuelles. Je voulais parler de la montée des eaux, et puis j'avais ce personnage de traductrice, puis du coup j'avais un peu des idées derrière ces choses. Et puis en fait, il a fallu que je lâche les idées, que je les laisse de côté pour en fait faire des scènes. Et ça a été ensuite mon fil conducteur. C'était maintenant tu fais des scènes, donc c'est-à-dire des choses ressenties, des choses vues, des choses vécues, et non pas des discours sur je ne sais quoi. Et une fois que j'ai pris cette option-là, le texte est venu, disons. Voilà. Et puis, encore une chose qui a été un peu longue, c'était de trouver juste la voix du narrateur, en fait, qui dit « je ». Il m'a fallu beaucoup de temps parce que je craignais qu'en disant « je », on fasse l'amalgame et qu'on se dise que le narrateur, c'est moi. Puis finalement, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, bah tant pis, même si on pense ça, en fait, je peux très bien assumer. Beaucoup de gens pensent ça et j'assume. Mais une fois que j'avais ce jeu, tout à coup, le ton était trouvé et j'avais j'avais un corps, en fait. Mon narrateur avait un corps et du coup, ce corps ressent des choses. Voilà. Et à partir de là, j'ai suivi ça. C'est écrit au jeu, mais au fur et à mesure que le livre avance, le elle devient de plus en plus présent et c'est comme si elle s'incarnait vraiment presque sous nos yeux. Oui, ça c'est quelque chose qui me frappe souvent avec en fait, sur deux aspects de mon expérience, à la fois à l'écriture de fiction, donc en particulier, je vous le disais, que j'ai pratiqué en collectif, et là vraiment au sein du collectif, c'est assez spectaculaire comment en quelques minutes de discussion, de brainstorming, tout à coup un personnage peut s'incarner. Et ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Il y a vraiment quelque chose de spectaculaire et de magique. Et on est un nous, et puis il y a ce elle qui apparaît. Ça nous est arrivé à plusieurs reprises avec la jarre. Et puis, par ailleurs, et ça c'est aussi d'autres éléments qui ont nourri le livre, j'ai beaucoup travaillé, et je travaille encore beaucoup dans des archives d'écrivains. Et la même chose s'est produite, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont morts soit avant ma naissance, soit que j'ai simplement pas rencontrés, mais en fait après quelques jours ou quelques semaines dans leurs papiers, dans leurs journaux intimes, dans leurs lettres, dans leurs photos, voire dans leur appartement, ils deviennent, je vous assure, très très réels. Et c'est même assez, par moments,
c'est un peu effrayant de voir comment quelqu'un d'absent qu'on n'a pas connu peut devenir extrêmement réel et avoir une vraie influence, un vrai impact sur, en l'occurrence sur moi. Et ça, j'ai vraiment eu envie d'essayer de le mettre en forme parce que c'est un sentiment qui m'a beaucoup troublé et à plusieurs reprises avec plusieurs personnes. Et j'ai eu envie d'essayer de mettre ça en forme, ce sentiment très étrange qu'une personne absente vous est plus proche que vos proches. Mais alors justement, c'est intéressant cette question de l'archive parce que donc, le narrateur arrive avec une mission qui au fond est très floue. Personne ne lui a dit ce qu'étaient vraiment ses archives, ce qu'il devait en faire, et donc il va devoir se débrouiller avec tout un fatras de choses sans savoir vraiment ce qui est important, ce qui ne l'est pas, puisque dans tout ça, il y a des choses qui sont sûrement très précieuses, mais il y a aussi des tickets de caisse. Enfin, et en fait, c'est intéressant de voir comment un personnage, oui, en effet, se crée, né à partir de choses extrêmement communes, enfin, comme des tickets de caisse. Mais c'est passionnant, au fond, les tickets de caisse pour savoir comment vit la personne, ce qu'elle mange. Enfin, ce sont des indices extrêmement précieux. Ah oui, c'est même bien plus important que peut-être le 3e manuscrit d'un roman dont on a par ailleurs 12 autres versions. Le ticket de caisse, effectivement, et même historiquement, ça devient essentiel. Donc oui, en fait, c'était mais un peu ce que je disais tout à l'heure au sujet des gestes très quotidiens et de ces choses très banales. En fait, quand il reste que ça devient immense. Voilà, ça devient immense. Et si une personne, je pense à des gens dont j'ai trié les archives, si ces personnes me sont devenues tout à coup très présentes et ont pu me faire réfléchir à ma vie et à ce que j'en faisais, c'est précisément parce que je suis tombé sur, mettons, leur ticket de caisse ou leur je sais pas moi, mais même, je l'ai mis dans le texte, mais une brosse à dents dans son verre au bord du lavabo, c'est en fait un objet très très intime. C'est bizarre une brosse à dents quand la personne n'est pas là et tout à coup autour de cette brosse à dents il y a tout un corps qui s'incarne. Un flacon de vernis couleur Midnight Midnight Taupe. Exactement. Oui, c'est ça. C'est qu'alors du coup, là, encore une fois, pour pas être dans ces idées, parce que là, j'explique des choses, mais dans le livre, il s'agissait de les montrer. Et j'ai décidé que mon narrateur allait se fondre, pour le coup, très concrètement et très physiquement dans les gestes et dans les vêtements de la traductrice. Et en particulier, effectivement, se peindre les ongles avec son vernis à elle. C'était pour tenter d'exprimer exactement cette idée-là. Parce que ce qu'il faut préciser quand même, c'est que elle a quitté sa maison sans savoir que c'était la dernière fois. Enfin, et donc tout est laissé comme ça en l'état. Elle n'a pas du tout rangé ses archives. Il y a des piles de vêtements en tas. Enfin, voilà, il y a ce bazar-là. Oui, parce qu'en fait, c'est quand même ce qui arrive très souvent quand les gens tombent malades ou un accident, meurent, je sais pas, ils s'y attendaient pas avant de quitter leur maison. Donc c'est rare de tout laisser en ordre derrière soi quand on n'a pas de raison de croire qu'on va pas y revenir. Donc c'est vrai que là aussi c'est quelque chose de très intime en fait, les lieux où on vit. Et j'ai eu envie de... c'était aussi quelque chose qui m'avait occupé dans mon dernier livre, enfin du coup l'avant-dernier, où je décrivais longuement une maison. Pour le coup, les personnages Gustave et Madeleine y vivaient encore, donc voilà, ils sont dans leur mur. Et là, en fait, je suis allé à l'étape suivante, en fait, où la maison est désertée et en fait, elle ne l'est pas du tout. Il y a encore la présence. Mais au fond, il pourrait, parce qu'elle est toujours vivante, il pourrait aller la voir, et en fait, il refuse, parce que c'est comme s'il préférait en faire vraiment un personnage de fiction. Oui, j'ai beaucoup hésité. D'ailleurs, j'ai écrit la scène où il allait la voir. Et en l'écrivant, je me suis rendu compte qu'il fallait qu'il fasse demi-tour et qu'il fallait pas qu'il la rencontre. Là, pareil, c'est une de ces choses où j'ai fait confiance à mon intuition sans y mettre trop de réflexion. Il me semblait juste que, en fait, souvent il y a la possibilité d'être déçu quand on rencontre des gens qu'on a connus par d'autres biais, quand on a beaucoup lu, par exemple, un auteur, et puis il se trouve qu'on le rencontre, puis
voilà, il y a ce truc qu'il faudrait jamais rencontrer des gens dont on a aimé les livres. Je sais pas si c'est vrai. En tout cas, je pensais à ça. Et finalement, pour ce livre-là, il fallait pas qu'il la rencontre simplement. C'était pas, il la rencontre tout le temps en fait, et la voir dans son lit d'hôpital à perdre la mémoire, c'était pas lui rendre justice non plus. Mais il n'arrive pas à lire le roman qui l'a rendu célèbre. Ouais, en fait, ça c'est un peu autre chose. Cette histoire des genres littéraires. Alors déjà, les- le métier de traductrice qui est quand même de plus en plus reconnu, il faut le dire, mais encore trop peu. Mais ensuite, il y a qu'est-ce qu'on traduit. Et puis, il y a toujours cette hiérarchie très forte des genres avec le roman au sommet et puis le reste ensuite. Et là, effectivement, le narrateur lit tout ce qu'elle a fait. Elle a traduit des pièces de théâtre, elle a traduit des nouvelles. Donc voilà, ces genres moins prisés, je sais pas. Et puis il y a ce fameux roman, effectivement, qu'il n'arrive pas à lire. Et c'était une manière de dire que c'est pas parce que ça l'a rendu célèbre que c'est forcément ce qui touche mon narrateur en fait, et que ça se situe à un autre niveau en fait, ce qui lui parle chez cette femme, ou en tout cas dans l'image qu'il se fait de cette femme. En quelle langue elle traduit? Pareil, j'ai laissé ça ouvert. Ça faisait partie de ces choses que je voulais pas préciser en fait. Je tenais pas à l'enfermer voilà, un rôle ou une langue. Donc je- la langue que vous voudrez. En écrivant sur la traduction, qu'est-ce que vous dites sur l'écriture, sur l'acte? Quel est le parallèle? En fait, pour moi, la traduction, c'est de l'écriture. Donc, je dis pas autre chose. Je, enfin, pour ma part, j'ai même commencé vraiment à écrire en traduisant quand j'étais ado. J'ai appris l'anglais assez jeune et du coup, quand j'adorais Harry Potter, rien de très original là. Et quand les livres sortaient en anglais, je n'ai pas fait pour tous, mais pour un ou deux, je m'amusais à traduire le premier chapitre en français. Et puis quand la version française sortait quelques mois plus tard, je comparais ma version et la version officielle chez Gallimard. Et ça m'a vraiment, en quelque sorte, mis le pied à l'étrier. J'écrivais avant, mais là, tout à coup, c'était devenu... En fait, je me rappelle que quand c'est arrivé parfois que deux phrases soient exactement les mêmes dans ma version et dans celle publiée. Et c'était un sentiment de... Alors, bon, j'étais aussi très bon élève et premier de classe, je pense que c'est comme si j'avais eu la meilleure note. Mais c'était aussi un sentiment très fort, en fait, d'avoir trouvé la bonne phrase, trouvé le bon mot, d'avoir visé juste, en fait. Alors que je sais aujourd'hui que toute traduction est valable, au fond. Donc, sans doute que mes petits essais peut-être que j'avais trouvé parfois de meilleures solutions que la version officielle, j'en sais rien. Toujours est-il qu'à l'époque, cette histoire de traduction m'a vraiment ouais, encouragé à écrire. Et l'écriture de pas traduction, l'écriture en français directement de mes textes, est venue aussi par là. Et traduire, c'est quelque chose que j'ai longtemps, enfin d'ailleurs que j'ai toujours envie de faire. Je le fais pas, je prends pas le temps de le faire actuellement, mais c'est vraiment quelque chose qui me fascine depuis 15 ans. Voilà. Donc c'est pas, voilà, pour moi c'est pas autre chose que de l'écriture. Et d'ailleurs, quand je lis un roman traduit, souvent c'est une traductrice par exemple dont j'ai déjà lu d'autres livres en fait. Elle peut avoir traduit d'autres gens, mais c'est toujours elle. Et, et j'ai envie de croire que je retrouve sa voix à elle et pas forcément la voix des différents auteurs, ou en tout cas les deux se superposent. Et c'est ça que je trouve beau dans la traduction, c'est qu'en fait ça met en évidence ce qui est vrai de toute écriture selon moi, à savoir que c'est toujours collectif. Même ce livre que j'ai écrit moi-même en français avec mes mots et mes phrases, en réalité, c'est un roman collectif. Il y a plein de phrases d'autres gens. Il y a des phrases que j'ai entendues dans la rue. Il y a des phrases de Virginia Woolf. Il y a des phrases voilà, traduites de je sais pas quelle langue. Enfin, c'est toujours comme ça. Sauf que la traduction, un roman traduit, l'affirme et le dit. Voilà.
Mais ces premiers exercices de traduction dont vous parlez, donc c'était une manière de vous exercer, mais est-ce que c'était pas une manière aussi d'éviter d'écrire des choses trop personnelles ou d'éviter la fiction ou je sais pas. Non, je crois pas, parce que par ailleurs, je tenais un journal et j'écrivais des choses très personnelles. Non, je crois que c'était vraiment une manière pour moi de m'enseigner à moi-même l'écriture. Mais là, je vous parle de quand j'avais, je sais pas, 14, 15, 16 ans. Je disais à personne que j'écrivais, donc c'était pas du tout je sais pas, une chose dont je parlais. J'étais pas comme aujourd'hui entouré de gens qui écrivent et avec qui je discute de ça et avec qui j'échange et à qui je fais lire, etc., etc. J'étais vraiment tout seul avec ça et je lisais énormément. Donc ça, c'était déjà une bonne école d'écriture. Mais tout à coup, en fait, la traduction, c'était un peu le chaînon manquant entre cette très très longue pratique de lecture que j'ai toujours lu en fait et vraiment passer à l'écriture. C'est comme entre l'écriture et la lecture, le passage de l'un à l'autre. Il y avait la traduction là au milieu. Donc c'était plutôt je pense que je le vivais plutôt comme une école ou un défi ou un jeu que vraiment une manière de contourner, parce que ça m'a vraiment amené droit à l'écriture. Donc en tout cas, si je voulais contourner, c'est raté. Et le cinéma, c'est important. Est-ce que ça nourrit votre écriture? Parce que, encore une fois, hein, c'est extrêmement visuel et il y a plein d'images de cinéma qui arrivent. Alors peut-être, oui, enfin le cinéma ou plus largement je pense surtout aux séries. J'ai beaucoup, je regarde beaucoup de séries et euh, c'est quelque chose qui nourrit vraiment l'imaginaire, je crois d'ailleurs collectif. Et c'est vrai que pour ce livre en particulier, j'avais comme ça 2-3 scènes en particulier avec une robe. Il y a cette robe verte qui est dans le roman et c'était assez troublant parce que je ne sais pas si j'avais déjà vraiment eu ça en fait, cette envie d'écrire cette scène que je ne sais pas très bien d'où elle venait. C'est pas une scène que j'ai vécue, que j'ai vue ou que j'ai. Tout à coup, j'avais cette idée de scène avec une robe. Et puis pratiquement, il fallait écrire le roman pour pouvoir mettre cette scène dedans. En tout cas, il y avait un peu cette idée. Il y avait aussi une scène à la piscine que je voulais vraiment écrire en fait. Et effectivement, j'ai pensé plus que pour d'autres projets, je pense. J'ai pensé en termes d'images et de scènes. Parce qu'en effet, cette robe dont vous parlez, elle est vraiment importante parce qu'elle marque presque la fusion entre le corps absent et le corps présent. Oui, mais ça, pour le coup, je m'en suis rendu compte là aussi, en fait, tard. C'était vraiment, dans mes notes, j'avais faire la scène avec la robe avant d'avoir la traductrice, enfin avant de savoir qu'elle serait traductrice, avant d'avoir ce mouvement du narrateur vers elle justement et cette espèce de fusion. Enfin, avant tout ça, j'avais cette scène de robe et tout à coup, c'est un peu comme ça, par magie, c'est arrivé. Ah ben en fait, si je mets cette scène là, ça dit ça, ce que vous venez de dire. Mais en fait, les choses se sont faites dans l'autre sens. Et c'est un peu comme ça pour tout ce livre qui a vraiment énormément bougé. Les blocs existent depuis longtemps, mais la manière de les agencer et la manière dont ça coule, en fait, a été très très longue à trouver. Donc ça veut dire que vous avez une manière de faire différente à chaque livre. Enfin, chaque projet invente sa propre manière de travailler. Je crois, je m'en rends compte petit à petit, c'est mon 3e livre en solo. Et puis comme entre chaque livre solo, il y a eu des projets collectifs, effectivement, à chaque fois, ça m'a enseigné des choses, et ça m'a montré d'autres manières de faire. Et j'essaie d'écrire des livres qui soient pas toujours le même, en fait. Ça m'intéresse pas tellement de refaire le même livre. Et donc ça implique effectivement une autre manière de travailler. Et puis en plus, quand même, voilà, j'ai pas 40 ans de carrière derrière moi, mais petit à petit, je crois que je gagne une sorte de confiance et je me dis, bon, en fait, essaie. Voilà, en fait, je crois que c'est juste ça, je me le dis beaucoup plus, essaie. Et du coup, ça change la manière de travailler. Mon premier livre, comme Atlas, il était, mais
j'avais une géométrie absolue, il fallait que ce soit symétrique, j'avais un nombre de signes pour chaque chapitre, j'avais des phrases qui revenaient en leitmotiv, qui étaient situées à des endroits précis du texte. Enfin, il y a une sorte d'architecture monstrueuse derrière ce texte, qui alors là, pour le coup, était entièrement pour me rassurer et pour contourner justement, disons, pour éviter que le texte m'emmène là où j'aurais pas aimé. Et c'était, voilà, ça a marché pour ce premier livre, je l'ai terminé, il a paru, bon, ok, très bien. Mais ensuite, je ne veux pas faire ça à chaque fois. J'ai eu besoin de cet échafaudage pour ce premier livre. Il a du sens à cet endroit-là. Ici, c'est vraiment tout l'inverse, en fait. C'était plutôt, bon, maintenant, fais-toi confiance et laisse venir. Mais c'est beaucoup plus effrayant. Oui, parce que si on compare avec ce que vous faites dans Stand-by, d'un côté, il y a la forme feuilleton, donc une efficacité narrative, et là, il y a quelque chose en effet d'absolument flottant, et ça implique de faire confiance à la pure écriture, à la langue. Enfin, les enjeux sont quand même pas tout à fait les mêmes. Non, sont même très différents. Et ça, c'est aussi quelque chose que je comprends beaucoup mieux maintenant. Le collectif, parce qu'il y a ces projets en collectif et ces expériences à plusieurs, me permettent, quand moi j'écris tout seul mes choses, d'être vraiment beaucoup plus radical. Parce que justement, j'ai plus besoin de me prouver à moi-même avant tout que je peux raconter une histoire où il se passe des choses, ou que je peux faire un livre avec plusieurs personnages, par exemple. Ok, je l'ai fait avec d'autres gens, donc j'ai vu ce que c'était, c'est cool d'ailleurs, je referai sans doute. Mais là, peut-être bien que ça m'ouvre entièrement la voie pour faire quelque chose de complètement différent. Voilà, ça déblaye le chemin un peu. Et inversement, le fait d'être dans une écriture effectivement très, très travaillée et puis très, disons, avec une intrigue minimale pour les textes que j'écris tout seul, ça me donne d'autant plus envie ensuite, en collectif, de jouer la carte du pitch, et la carte de l'intrigue, et la carte du cliffhanger, etc. Parce qu'en fait, il y a un plaisir fou à faire ça aussi. Et pour moi, les deux se nourrissent depuis 10 ans, et j'espère que ça va continuer parce que c'est un équilibre, en fait, c'est mon équilibre. On n'en a pas parlé, mais la question de la mémoire est, j'ai l'impression, au centre de ce livre, hein, puisque d'un côté, voilà, il y a la grand-mère qui perd la mémoire puisqu'elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Il y a la traductrice qui est atteinte d'une maladie dégénérative qui s'efface. On sent qu'elle perd elle aussi la mémoire. Mais derrière tout ça, il y a quand même cette idée de sauver par l'écriture quelque chose qui, alors soit des personnes qui sont en train de s'effacer, soit une ville qui est en train d'être engloutie. Et on se dit qu'au fond, si on l'écrit, c'est pas très grave, ça peut disparaître parce qu'on l'a écrit. Enfin, il n'y a pas cette idée-là. Oui, et ça, je m'en suis rendu compte hier, figurez-vous. On me demandait s'il y avait un fil rouge dans ce que j'écrivais, et j'arrivais pas à en trouver un. Puis en fait, ça m'est apparu très clairement que c'est c'est peut-être la chose qui relie chacun de mes textes. C'est cette question-là. En fait, j'ai toujours l'impression d'avoir très mauvaise mémoire, de tout oublier. Et ça rejoint aussi la question de où passe mon temps, au fond. Si c'est pour oublier les choses, à quoi bon les vivre? C'est un peu ça la question là au milieu. Et c'est vrai que mon premier livre, c'était déjà ça. Je racontais deux voyages que j'avais fait en partie, disons. C'était aussi de la fiction, mais un peu comme ici, disons, les images et les impressions étaient réelles. Et puis au retour de ces voyages, s'était posé la question de mais en fait, tu es déjà en train d'oublier. Tu te souviens plus de comment on dit bonjour en telle langue. Cette pièce de monnaie, tu sais même plus de quel pays elle vient. En fait, tu vas tout perdre. Et à quoi ça sert d'avoir même fait ça? Et vraiment, c'était un peu la question. Et écrire là autour m'a permis de donner une forme au moins à ça. C'est pas absolument satisfaisant, mais c'était un début, disons. Et cette question de la mémoire, en fait, je crois, est le moteur de tout ce que j'écris. Cette question de perdre la mémoire, garder une trace, et en particulier de ces gens, voilà, c'est ça, de ces gens qui sont plus là et donc qui s'effacent gentiment, voilà. Et
Mais, là aussi, c'est des choses qui m'apparaissent maintenant. C'est l'avantage de publier un livre, c'est que tout à coup, il prend une sorte de distance. On peut le voir d'un peu plus loin et un peu mieux du coup. Et là, c'est vrai que celui-ci en particulier, j'ai l'impression qu'il éclaire différemment ce que j'ai pu faire avant aussi. Et ça me donne une idée un peu plus claire de ce que je fais. Mais du coup, ça me fait aussi un peu peur parce que ce serait très facile voilà, de dire ah ben c'est bon, maintenant je fais ça, etc. Donc le prochain, je peux déjà le dire, sera très différent. Merci Bruno Pellegrino. Je rappelle le titre de votre livre, Dans la ville provisoire, paru aux éditions Zoé.